y a près de 70 ans, ces hommes venaient à peine de quitter les bancs de l'école. En un clin d'œil, vous cessiez d'être un gamin. Et vous deveniez un homme. Si jeune et déjà entraîné au cœur d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Quelques survivants, aujourd'hui dans l'hiver de leur vie, sont toujours parmi nous un peu partout. Aussi discrets que rares. Il sera bientôt trop tard pour entendre le récit de cette aventure par ceux qui l'ont vraiment vécu. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. Les odeurs, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Depuis le débarquement sur les plages normandes, aux âpres combats de la bataille des Ardennes dans les rigueurs de l'hiver, jusqu'à la découverte des horreurs nazies à travers l'Europe. Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment? Nous écouterons leur histoire, racontée avec leurs mots, et non ceux des généraux et des historiens. Après toutes ces années, je m'en remets toujours pas. Là où existent des images d'archives, nous découvrirons où ils ont combattu. Et à défaut, nous utiliserons de vraies bombes et de vraies armes pour comprendre ce qu'ils ont traversé. Voici l'histoire de la dernière année de la guerre de 39-45 en Europe, racontée par ces derniers héros. On marchait, sinon on rampait. Tout à coup, on pouvait tomber sur un petit groupe d'Allemands. Rafale de mitrailleuses ou tireurs d'élite, on se jetait à terre. C'était le chaos, la folie. Tous nos officiers étaient réunis et attendaient les ordres. Et un obus a explosé en plein milieu du groupe. Tous les officiers de la compagnie ont été décimés. L'opération d'invasion de l'Europe gagne du terrain. Les troupes et les chars se déploient sur tout le territoire normand, repoussant ainsi les premières lignes allemandes. Les Alliés ont survécu au combat sur les plages de Normandie. Aux batailles de chars dans les villages français. Aux bombardements aériens et à la bataille de Caen. Le plan des généraux est d'envahir la région de Falaise et de s'emparer de toute la Normandie. Pour vaincre les Allemands, les Alliés doivent traverser la région vallonnée recouverte de forêts, appelée la colline 112, depuis laquelle on voit à des kilomètres à la ronde. Les Allemands ont été prévenus. Il faut défendre cette zone coûte que coûte. Frank Quelch est arrivé en France 2 semaines après le jour du débarquement. Il n'avait encore jamais mis un pied sur un champ de bataille. C'est vrai, je n'avais aucune expérience. Je me serais ennuyé ferme si je n'avais pas connu la guerre. À l'époque, Frank a 18 ans et travaille dans un garage. Un jour, il rencontre par hasard un ami qui vient juste de rejoindre l'armée de réserve britannique. Il tenait dans sa main un billet de 5 livres. Je lui ai demandé où il avait eu cet argent. Il m'a répondu que c'était à l'armée. Je lui ai demandé « En faisant quoi ?» Il m'a répondu « En tirant à la mitrailleuse ». Alors j'ai dit « Ils t'ont payé pour ça ?» Et je me suis engagé. Il
gagne maintenant sa vie en traquant les chars allemands en tant qu'artilleur et manie un canon anti-char de 76,2 mm. Soudain, au loin, Frank aperçoit quelque chose. Il était dissimulé dans un trou au sommet de la colline. On ne voyait que la tourelle et une partie de l'avant du véhicule qui avançait. On a tiré en premier. Je ne sais pas dans quelle direction. Mais le char d'assaut allemand a reculé pour disparaître dans la forêt. Et on a commencé à tirer. On a tiré à travers les arbres, dans sa direction. Il y avait de la fumée et des flammes. Et le capitaine a demandé « Vous l'avez eu ?» Et j'ai dit « Oui !» Je n'avais pas peur du tout. Frank ne le sait pas, mais il vient d'engager le combat avec l'une des unités allemandes les plus redoutées, la 12e SS Panzer Division. Ils voyaient tout ce qu'on faisait, mais nous on ne les voyait pas, alors on ne s'en souciait pas. Ils se trouvaient de l'autre côté de la colline. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je mangeais des saucisses. Là, un obus de mortier s'est écrasé derrière moi et je suis tombé. Alors, je me suis tout de suite mis à l'abri. J'étais en train de ramper jusqu'à une tranchée et j'ai vu ma jambe qui traînait sur le sol et j'ai cru que j'avais perdu ma jambe. Et tout à coup, il se met à pleuvoir. Il pleuvait des cordes, je vous assure. On avait une pause de 5 minutes. Alors on s'est tous allongés par terre et on s'est endormis sous la pluie battante. C'est dire à quel point on était fatigués. Ted Roberts avait été mis à la porte de l'armée 2 fois parce qu'il avait menti sur son âge. Après 1 mois au front, il se trouve maintenant au cœur d'une des batailles les plus dures de Normandie. On est toujours sur le qui-vive. On risque de se faire tuer à chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Les Alliés ont pour ordre de déloger les Allemands. Mais l'ennemi se trouve en Normandie depuis 4 ans, tapi dans l'ombre. J'étais derrière une grange, je voulais fumer une cigarette. Je l'allume, je jette un œil derrière moi et je vois 2 Allemands qui courent dans ma direction. Alors j'ai attrapé mon arme. Ils se dirigeaient vers un champ entouré d'une haie. Quand ils ont sauté la haie, j'ai tiré. Je sais que j'en ai eu un parce que je l'ai vu tomber. Le deuxième, je n'en suis pas sûr. C'était un peu effrayant. J'ai eu chaud. Les champs sont remplis d'Allemands et Ted vient d'attirer leur attention. Quand quelqu'un vous tire dessus et vous rate, vous entendez un craquement. Imaginez quelqu'un qui fouette l'air avec un fouet, ça ressemble à ça. Je courais et j'ai entendu 2 craquements. J'ai compris que quelqu'un me tirait dessus. Alors je me suis allongé par terre. J'ai attendu un moment, puis je me suis levé et j'ai couru en zigzag. Une balle a touché mon bras et je suis tombé sur le dos. Dans la chute, j'ai perdu mon casque et mon arme. La balle est entrée ici. À 10 cm près, elle serait entrée dans mes côtes jusqu'à mon cœur. Et je ne serai plus là pour en parler.
Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie, et je n'aurai plus jamais aussi peur. Je n'osais plus bouger d'un pouce. Si j'avais bougé, on m'aurait tiré dessus. Ted a fait le mort pendant ce qui lui a semblé des heures avant que des soldats ne le trouvent par hasard. Gravement blessé par un obus de mortier, Frank Quelch est retrouvé dans une tranchée presque inconscient. J'étais persuadé que j'étais en train de mourir. Je perdais tellement de sang. Je me sentais bien, j'avais chaud. Et ces types qui me portaient me dérangeaient parce que j'étais en train de m'endormir. Ils nous ont chargés dans un camion. Certains étaient dans le coffre et d'autres, comme moi, étaient sur le toit. Il pleuvait des cordes. Et l'eau de pluie coulait sur ma civière et sur le type en dessous. Il m'a traité de dégoûtant. Il pensait que j'étais en train d'uriner sur lui, comme si c'était mon genre. La bataille de Normandie dure depuis 2 mois. Les Alliés ont sécurisé les plages, libéré Caen et se sont emparés de la colline 112. Ils sont épuisés. Après la conquête de la colline, on nous a dispensé de combat. La division a été relevée et nous avons été envoyés près de Bayeux pour nous reposer. Les soldats profitent de rares moments de repos qui leur sont accordés. Le bombardier Bruce Melanson était encore lycéen lorsqu'il s'est engagé pour partir à la guerre. On n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Alors, quand on en avait, c'était magique. J'ai rencontré une fille qui avait un petit ami qui était colonel. Il avait laissé beaucoup de bouteilles de whisky et je l'ai bien aidé à le boire. On n'avait pas grand-chose à manger. La nourriture manquait. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un marché noir en bas de la rue. J'ai demandé ce qu'ils y vendaient et il m'a dit des œufs et des frites. Alors j'y suis allé et ça m'a coûté $54. Tout ça pour 2 œufs et 10 frites. Pas 11, hein, mais bien 10. J'ai acheté une autre ration. En tout, ça m'a coûté $108 pour 4 œufs et 20 frites. Avec l'argent qu'il a dépensé pour acheter des œufs et des frites en 1944, Bruce pourrait aujourd'hui se payer un dîner, une chambre et un petit déjeuner pour 2 dans un grand hôtel. Le mécanicien Wally Harris, lui, s'est engagé en 1939. Il avait déjà connu les combats en Afrique, au Moyen-Orient et en Sicile. Une femme m'a abordé et m'a dit « Mon patron me dit de vous dire que vous pouvez dormir chez lui si vous le souhaitez. » Je suis donc allé chez cet homme et j'ai pu prendre un bain et faire ma toilette. J'ai dormi dans un bon lit ce soir-là. J'étais un bon soldat parce que même dans cette chambre confortable, j'ai gardé mon fusil entre mes jambes toute la nuit. Parce qu'il fallait toujours être sur ses gardes. Les troupes américaines qui déferlent à travers la France libèrent des villages où ils sont accueillis par des Français fous de joie. George McGuire n'oubliera jamais leur soulagement. Il est arrivé que nous soyons les premiers soldats alliés qu'ils rencontraient. C'était incroyable de voir ce que ça leur faisait. Le pays était occupé par les Allemands depuis 4 ans et la population était maintenant libre.
Si on s'arrêtait pour sortir des véhicules, c'était la cohue. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils étaient heureux. Et nous, on était fiers. Alors que les troupes américaines se dirigent vers Paris, leurs alliés canadiens et britanniques sont prêts à quitter la Normandie pour repousser l'ennemi. Mais les Allemands ne l'entendent pas de cette oreille. Ils lancent une contre-offensive quelques jours plus tard. Des renforts sont envoyés pour tenter de les cerner dans ce qu'on appelle aujourd'hui la poche de Falaise. On rappelle sur le terrain les soldats au repos. Après seulement 3 jours de répit, Bill Edwards est rappelé sur le champ de bataille. Après notre pause, enfin si on peut dire, on a été envoyé à la poche de Falaise. Notre division était chargée de prendre une partie de la poche. Il fallait progresser rapidement. Les pertes augmentent. Après avoir aidé des blessés à rejoindre les secours, Franck Rosier, 18 ans, apprenti dans une boutique, rejoint seul son unité. Il y avait une haie à peu près là où vous vous trouvez, et un jeune Allemand de 18-19 ans comme moi à l'époque, on est sorti. On aurait dit 2 cow-boys qui s'apprêtaient à dégainer. J'ai attrapé mon pistolet mitrailleur et je l'ai tué. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Je me sentais mal, je venais de tuer un être humain. Et je revois encore ce gamin aux cheveux roux, un petit-fils à maman. Quelle horreur. Franck a déjà perdu 2 frères sur le champ de bataille. Son pays et sa famille lui manquent terriblement. On pense sans cesse à son pays, on pense sans cesse à ses parents. Et puis, bizarrement, votre section devient votre famille. On se soutient et on compte les uns sur les autres. Les hommes se battent depuis près de 2 mois maintenant. Ils sont de plus en plus faibles. Ils doivent lutter pour survivre et sont obligés de faire les poubelles et de se nourrir de ce qu'ils trouvent. Parfois, on ne se nourrissait que de pommes de terre, de navets, de tout ce qu'on trouvait. De temps en temps, on avait de la chance et on pouvait manger du mauvais cornet de bif. Si on rencontrait des Américains, on troquait le cornet de bif contre du jambon et on se régalait. On était rationnés, on nous donnait des boîtes de conserve. Ils essayaient de vous donner une boîte différente tous les jours. C'était pas mauvais. Au mieux, vous aviez du steak et de la tourte à la viande. Le matin, on avait du bacon, du thé en poudre, du sucre et du lait, des choses comme ça. J'ai une photo d'un de nos camarades en train de traire une vache. Pour quelqu'un qui travaillait à la ferme avant de s'engager dans l'armée, c'était inconcevable de ne pas traire une vache qui en avait besoin. Et comme ça, on avait du lait frais. On est tombé sur une ferme de volailles laissée à l'abandon. Les poches de ma parka étaient remplies d'œufs et on avait tué 2 poulets. On est rentré fièrement retrouver le reste de la section, les bras chargés du festin du soir. Un éclat d'obus de mortier m'a touché ici.
Et il est passé par mon visage jusqu'à mon crâne et en est ressorti. Je n'ai pas perdu connaissance. Je me suis assis, j'étais préoccupé par le jaune d'œuf qui coulait sur ma parka et sur mon pantalon. Alors j'ai resserré la ceinture de ma parka pour ne pas que le jaune coule plus bas. J'ai marché jusqu'à mon unité. Plus j'avançais, plus mes camarades s'amassaient autour de moi. Et puis je me suis évanoui et je suis resté inconscient 10 jours. Les blessures causées par des éclats d'obus sont les plus courantes. Ce sont ces mêmes éclats d'obus qui ont coûté à Frank son œil droit. Il a été rapatrié en Angleterre. Ses 2 frères, eux, ont été tués au front. Papa est arrivé et il m'a regardé. Mon père faisait 1,95 m. Il avait été marin sur un navire de pêche. C'était un grand gaillard. Et il a fondu en larmes. Il m'a dit, j'aurais au moins récupéré un de mes fils. Les combats pour déjouer la contre-offensive allemande dans la poche de Falaise se poursuivent. Les généraux ordonnent des frappes aériennes pour stopper la progression de l'ennemi. Les Alliés envoient des escadrons d'avions Typhoon équipés de mitrailleuses, de bombes et de roquettes. Le Canadien John Thompson, 21 ans à l'époque, pilotait un de ces avions. Notre commandant est allé s'assurer que la météo était favorable aux tirs aériens de roquettes. Il est revenu, il s'est posé et il est allé directement au poste de commandement. Il était surexcité et il a dit « Bon sang, il y a des milliers de chars là-bas, des véhicules blindés et des soldats planqués à l'est. » Et il a ajouté « Ça va être un grand jour. » On a volé toute la journée. Notre mission était de mitrailler les bases allemandes. On a calmé un peu le jeu. On ne voulait pas faire trop de blessés. C'était pour faciliter notre progression. La zone était quadrillée. Il fallait couvrir la zone que nous avions indiquée sur la carte. L'équipe qui indiquait la cible avec la fumée. Pour tout ça, ça fait autant de bruit que le passage d'un train. Quand on volait trop près du sol, il fallait redresser. Une mine antipersonnel a explosé pendant l'attaque. On avait des munitions perforantes qui étaient conçues pour transpercer les blindages et exploser à l'impact. Certains disaient « J'ai visé les tourelles, j'ai visé les chenilles ». Mais très franchement, moi, je visais les chars. Les généraux pensent que ces attaques aériennes sont une solution rapide pour stopper la contre-attaque. Mais pour les soldats au sol comme Patrick Delaforce et Ron Titterton, c'est une toute autre histoire. Notre plus gros problème, c'était la Royal Air Force. Ils nous bombardaient et nous mitraillaient tous les jours.
Ils arrivaient par 2 ou par 3 et dès qu'ils voyaient quelque chose bouger, ils attaquaient, alors que nous avions une grosse étoile blanche sur les véhicules et les chars. C'était difficile de savoir si un char était un Panzer ou un Sherman à 2000 mètres d'altitude. On devient frénétique et on ne se rend plus compte qu'on tire sur des gens et qu'on en tue au passage. Je ne me suis jamais dit que j'étais en train de tuer des gens. Il voulait bien faire, mais il ne faisait pas attention. On était comme des gosses. Quand on atterrissait, on sortait de la cabine et on se tapait dans le dos. On était contents de nous. Mais tous ne s'en sont pas sortis. Du jour du débarquement, le 6 juin au 18 août, 151 pilotes d'avions Typhoon ont trouvé la mort. Ça fait beaucoup. Trois pilotes originaires d'Afrique du Sud sont arrivés en renfort un matin. Le soir, il n'en restait plus qu'un. Les 2 autres étaient morts. Je ne savais même pas comment ils s'appelaient. Le plan de l'état-major qui consiste à s'emparer de la Normandie va bientôt se concrétiser. La contre-attaque des Allemands a échoué et ils sont maintenant encerclés par les Alliés. Les généraux vont à présent ordonner aux troupes de refermer la poche de falaise. Les soldats combattent dans les champs et s'emparent de petits villages. Rue après rue, maison après maison. Combattre dans les décombres est un véritable jeu de hasard pour ces soldats. Parmi eux se trouve Stan Matulis. Un jour, ça chauffait vraiment et j'ai dit « Les gars, ils finiront par nous attaquer. Allons dans cette maison en face. » Je suis entré avec 2 autres soldats. On est allé dans la plus grande pièce. À ma gauche, il y avait un énorme fût. J'ai dit, bon sang, c'est sûrement du cidre. J'ai tellement soif, je me rafraîchirais bien le gosier avec ce cidre. Et là, je suis passé devant la fenêtre. Peut-être que si je n'étais passé qu'une fois devant cette fenêtre, je n'aurais pas été repéré. Mais je crois que je suis passé devant 2 fois, au moins 2 fois en tout cas. Et la 2e fois, j'ai été repéré par un Allemand. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai tournoyé sur moi-même. Et je me suis retrouvé allongé sur le sol. Je ne sentais plus rien. Je voyais, je pouvais parler, mais je ne sentais plus rien. Et je ne pouvais plus respirer. Ma respiration a été coupée pendant 30 secondes. Stan a reçu une balle dans le cou. Et là, j'ai pensé à ma mère. Et je me suis dit, comment je peux lui faire ça? Elle va sûrement pleurer. Je n'aimais pas la voir pleurer, elle pleurait très fort. Je me sentais partir. Pour moi, c'était une question de secondes. Théo m'a pris par les jambes et Johnny m'a attrapé sous les bras. Mais les tirs de mortier n'ont pas cessé. Ils m'ont posé à terre et se sont allongés à côté de moi en attendant que ça se calme.
Et puis, on est reparti. Ils m'ont porté encore sur 20 mètres et les tirs ont repris. On a vu une camionnette militaire. Ils m'ont jeté dedans et on est parti. Mon Dieu, quel soulagement. Pour ralentir la progression des Alliés, les Allemands ont posté des tireurs embusqués dans les villages normands en ruine, les célèbres snipers. Jim Holderveil se souvient de la première fois où il a frôlé la mort. Quand la balle est passée à côté de ma tête, j'ai entendu un bruit sourd. Ce n'était ni un sifflement ni un bruit strident, c'était un bruit sourd. On nous a dit qu'il y avait un tireur d'élite dans le clocher de l'église. Jack a attrapé le fusil dans le coffre. Avant de tirer, il mettait toujours ses lunettes. Ça m'amusait de le regarder faire. Il a placé le fusil à terre sur le trépied. Il a sorti les lunettes de l'étui, les a mises sur son nez, s'est placé derrière le fusil pour viser et il a appuyé sur la détente. Et là, rien. Le fusil s'est enrayé. Jim et ses hommes décident d'attaquer le tireur à la mitrailleuse lourde. Finalement, le tireur embusqué, qui était un jeune garçon, est sorti de l'église les mains en l'air et on l'a emmené. Dans chaque camp, les snipers jouent à cache-cache. Ils travaillent souvent en binôme. L'un cherche une cible et l'autre tire. On couvrait plus de terrain avec les jumelles. S'il voyait quelque chose, il lâchait les jumelles, prenait la lunette et il disait « Je vois quelque chose ». Et il me guidait comme ça. « Tu vois ce tronc d'arbre? Tu vois ce rocher ?» Et je tirais. Je suis un bon tireur. J'étais un gamin innocent, un bon soldat. On essayait de se cacher le mieux possible. On portait toujours des vestes de camouflage et des filets de camouflage. On ne tire que si on est sûr de tuer l'ennemi. Parce que sinon, on ne fait que dévoiler sa position et eux, ils ne vous rateront pas. Il y a une molette sur le côté du fusil pour déplacer le viseur, selon la force du vent, par exemple. Et il y en a une autre qui déplace le viseur vers le haut pour compenser la trajectoire. Il y a une ligne horizontale et une autre verticale. À l'intersection, il y a un point. Il suffisait de placer ce point sur la cible et de tirer. On vise et on appuie soigneusement sur la détente. Il ne fallait pas viser la tête de l'ennemi, mais le corps. Si on le tue, mais si on le blesse, c'est mieux. Si on blesse un homme, il sera transféré à l'hôpital, où des équipes débordées s'occuperont de lui. Jour après jour, nuit après nuit, Jim et les autres snipers sentent qu'un étrange lien s'établit entre eux et l'ennemi. Il n'y avait pas une once d'animosité entre nous. Ce sont vos frères. Ils sont comme une nouvelle famille pour vous. Alors, quand on réussissait à en avoir un,
Ça faisait du bien. C'était formidable. C'est terrible de dire ça, mais ça faisait du bien. Les Alliés continuent de repousser l'ennemi hors de la poche de falaise. Le peu de soldats allemands qui résistent encore tentent en vain de défendre la terre qu'ils occupent depuis plus de 4 ans. Les chars du 22e régiment des Dragon Guards ont combattu l'ennemi toute la nuit et sont en train de faire le plein de carburant. Pour le commandant Ian Hammerton, les souvenirs des vaches dans les verts pâturages de la campagne française semblent bien loin. Le jour s'est levé et on a distingué 2 silhouettes qui approchaient armées de fusils. On leur a ordonné de s'arrêter et ils sont tombés à genoux et ont commencé à nous tirer dessus. Alors on a répliqué avec notre mitrailleuse Browning. Et puis, on a aperçu un casque au bout d'un fusil. Alors on a dit aux soldats d'approcher. « Viens là !» Il faisait partie des jeunesses hitlériennes. On lui avait tiré dans le genou. Il avait besoin de soins médicaux, alors j'ai parlé au docteur qui a envoyé 2 hommes avec une civière. Ils se sont penchés sur ce jeune garçon. Il était très jeune, il avait 15 ans. Ils se sont penchés sur lui pour l'attraper et le mettre sur la civière. Et là, il a vu écrit « Pologne » sur leur veste. Il ne voulait pas aller avec eux. Il disait « Nine, 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 nine ». Mais ils l'ont quand même embarqué sur la civière. Je me demande souvent ce qui lui est arrivé. Les Allemands tentent d'opposer une résistance, mais les Alliés progressent village après village. On est arrivé dans un village et j'ai entendu un vieux qui criait « Tommy, Tommy, viens !» Le caporal Ron Titterton, 23 ans à l'époque, sent alors le danger. Ce type nous a emmenés chez lui. Il y avait un escalier. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. L'escalier était très étroit et très raide. On est monté à l'étage et sur le lit de la chambre, il y avait un énorme obus. En fait, le type voulait qu'on le déplace parce qu'il était sur son lit. La fenêtre était cassée. Je me suis demandé comment cet obus avait atterri ici. C'était pas possible. Quand un obus s'écrase, il est brûlant et ça aurait brûlé les draps. Mais le lit était intact. Alors j'ai pensé que l'obus était piégé. Un type a dit « Hors de question que je touche à ça ». Alors j'ai dit « Si on ne fait rien, il va nous prendre pour des lâches ». Et c'est un vieil homme. Ron est persuadé qu'il faut mettre cet obus à l'abri. Il convainc donc un camarade de l'aider à le sortir de la maison. On a marché jusqu'à un champ et on a continué jusqu'à ce qu'on trouve des tranchées. Et j'ai dit « Je vais le mettre dans une de ces tranchées ». Je me suis assis au bord de la tranchée et j'ai lâché l'obus. Puis j'ai dit « Tu entends un tic-tac » Mon camarade a répondu « Oui ». Puis j'ai dit « Je pense que c'est un obus à retardement ». J'ai donc mis l'obus dans la tranchée et on a fait demi-tour. On était en train de bavarder tout en marchant vers la route. Eh oui, l'obus a explosé. La terre s'est soulevée. Et j'ai dit, on a eu de la veine, hein? Mi-août, les Allemands ont définitivement perdu la bataille de Normandie. C'est une grande victoire pour les Alliés.
Mais le cœur n'est pas à la fête. Plus de 200 000 soldats alliés ont été tués ou blessés. 250 000 Allemands ont connu le même sort. Les corps jonchent le champ de bataille. Je n'avais jamais vu un tel désastre. Et je n'ai jamais rien vu de tel par la suite. L'Air Force britannique a arrêté un convoi allemand. J'ai vu une centaine de morts dans les champs. Une centaine de morts. C'est à Falaise qu'il y a eu le plus d'horreur pendant la guerre. Il y avait des cadavres partout dans les champs, des morceaux de corps, des cadavres de chevaux par dizaines. C'était une scène d'horreur. Les troupes alliées progressent maintenant rapidement à travers la Normandie. Wally Harris était mécanicien de char d'assaut, plus habitué à manier la clé anglaise que la mitrailleuse. Son unité était en route quand un convoi a pris feu devant eux. Wally est donc parti à pied en reconnaissance pour trouver un autre chemin. J'ai traversé le village en rasant les murs. Ça tirait de tous les côtés. Et là, je suis tombé sur une camionnette allemande avec un canon de 88. Évidemment, je me suis caché. J'étais terrifié. Je me demandais ce que je fichais là. J'étais mécanicien, je n'avais pas l'habitude de ce type de situation. Je n'avais pas été formé à ça. Je tremblais comme une feuille. J'avais très peur. Et puis j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et je suis retourné d'où je venais. Je suis arrivé à ma Jeep et j'ai pris la mitrailleuse dans le coffre, celle que j'avais prise le jour du débarquement. Armé de la mitrailleuse qu'il avait prise sur la plage, Wally, accompagné de son caporal, repart là où il avait vu les Allemands. On est arrivé à un endroit en hauteur d'où on pouvait voir les Allemands. Alors on s'est allongé là pour les observer et on a commencé à tirer. Certains sont tombés, les autres se sont échappés. Pendant un moment, on n'a plus entendu un bruit. Alors j'ai décidé de tirer sur la camionnette qui était chargée de munitions. J'ai tiré sans m'arrêter. Et d'un coup, la camionnette a explosé. Je crois que les Allemands étaient à bout. On en a croisé beaucoup. Et quand on les visait avec nos armes, ils levaient les mains en l'air. En quelques minutes, Wally est devenu un des héros ordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas courageux. C'est quelque chose qui nous dépasse. On fait des choses qu'on ne pensait pas possibles auparavant. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Peu de temps après, au village, quand les Allemands qui étaient dans un sale état étaient alignés, j'étais content de voir ce qu'on avait accompli. C'était un sentiment très agréable. Wally a été décoré de la médaille militaire pour sa bravoure. Il a ensuite aidé à libérer Bruxelles. Frank Quelch n'a pas perdu sa jambe. Il est devenu chauffeur de bus et a ensuite rejoint la Royal Air Force. 5 mois après avoir reçu une balle dans le cou, Stan Matulis est retourné au front. Les Alliés ont libéré Paris des semaines avant la date prévue. Pendant un court instant, on a cru que la guerre était finie et que les troupes seraient de retour chez elles avant Noël. Dans le prochain chapitre, nous assisterons à la dure bataille pour le port stratégique d'Anvers et les terres de l'estuaire de l'Escaut.
Ils savaient qu'ils nous tenaient dans ce trou. L'instant d'après, il s'est mis à pleuvoir des obus de mortier. On a payé le prix fort. Mais à la bataille d'Arnhem, malheureusement pour les Alliés, le vent a tourné. J'avais honte de ne pas avoir réussi à aider ces gens. Ça n'aurait jamais dû arriver. Pour la première fois de l'histoire, les ennemis d'Hitler subissent les foudres de son arme ultime, le missile V2. C'était un horrible cauchemar.